Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et ce matin, nous avons souhaité revenir sur le témoignage de l'actrice Adèle Haenel, les réactions que cela a suscité, car c'est un témoignage qui a provoqué énormément de réactions. Je ne sais pas autour de vous, mais autour de moi, en tout cas, on en a énormément parlé. Alors, je rappelle quelques faits. Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Rugia d'attouchement et de harcèlement sexuel quand elle avait 12 ans. Mediapart a publié une enquête extrêmement fouillée et dans laquelle l'actrice s'exprime, mais aussi les différents protagonistes. On souhaite donc se demander ce que cela révèle sur le cinéma français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convié mon camarade Antoine Guillot. Bonjour Antoine, vous êtes l'expert cinéma de France Culture, une avocate Valence Borgia, bonjour. Bonjour. Et une actrice et productrice Julie Gaillet, bonjour. Bonjour. Julie Gaillet, pourquoi selon vous ce témoignage a suscité tant de réactions ? Par l'émotion d'abord, l'émotion d'Adèle. Je crois que la justesse de ses propos, sa façon de s'exprimer a beaucoup ému, tout simplement, pour commencer. Et ensuite parce qu'elle elle dénonce un abus banal qui malheureusement est né de la société. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas d'une personne, elle ne parle pas d'elle, elle dit qu'au-delà d'elle, c'est la société, au-delà du fait de savoir si elle s'est remise et comment elle s'est remise, parce que justement, ce n'est pas le cas précis, c'est la société. Et donc, moi, j'ai gardé cette phrase très belle, elle dit « Les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société, nos amis, nos pères ». Et voilà, et donc c'est cette façon de décrypter avec beaucoup d'intelligence et de finesse cette problématique. Valence Borgia, vous êtes avocate au barreau de Paris et au barreau de New York. Vous êtes cofondatrice de la Fondation des femmes, membre active de sa force juridique, et vous conseillez des victimes dans des affaires en cours ayant trait au cinéma. Si vous deviez résumer pour un auditeur qui n'avait pas entendu le témoignage d'Adèle Haenel, qu'est-ce que vous diriez à ce sujet ? Sur le témoignage d'Adèle Haenel, je crois que là, je rejoins complètement Julie sur le fait qu'il y a d'abord une puissance qui est extrêmement particulière dans ce témoignage. Ce qu'il dit aussi, c'est en effet à un moment le silence d'un système. Elle accuse, peut-être pour restituer les faits, Maître, si vous pouviez en quelques mots. Oui, absolument. Donc elle accuse un réalisateur avec lequel elle a travaillé en tant que très jeune actrice, en tant qu'enfant, en réalité, d'agression sexuelle. C'est important, je pense, ce mot d'agression sexuelle, parce que les mots, ça compte, en particulier dans ce type de dossier, et on ajoute parfois du mal au mal en mal nommant. On parle beaucoup, le terme qu'on utilise, c'est attouchement. Je trouve que c'est assez peu révélateur de ce qu'a vécu cet enfant, qui sont apparemment des agressions sexuelles. Et que dit la loi justement à ce sujet ? La loi, évidemment, elle punit les agressions sexuelles sur mineurs de 10 ans de prison. C'est un délit. Et on va écouter Adèle Haenel. Alors, on ne va pas l'écouter dans le long témoignage qu'elle a donné à Mediapart, mais dans une interview qui a été réalisée en 2010, où elle évoque justement le tournage de ce film, Les Diables, et bien entendu, a posteriori, ce témoignage, il résonne de manière tout à fait particulière. Écoutez. Sur le moment, je pense que je n'avais pas assez de discernement, je ne me rendais pas bien compte, quoi. Je veux dire que même les décisions, les trucs que j'ai dit à l'époque, etc., sur ça, c'était parce que, d'une certaine façon, c'était pas moi qui parlais d'une certaine façon. C'était ce qu'on m'avait dit, de dire ce que les adultes m'avaient un peu dit pour m'aider à assumer, parce qu'ils voulaient m'emmener là où ils voulaient que j'aille, etc. Ça doit être fascinant pour quelqu'un de pouvoir vraiment façonner un acteur. Et quand il est petit, c'est plus facile. Et je pense que c'est pas forcément de la méchanceté ou quoi, mais ils se rendent pas compte qu'ils dépassent les bornes de ce qu'ils doivent faire chez quelqu'un, de l'endroit où ils doivent être, Mais ça part pas forcément d'une mauvaise intention, c'est juste une espèce d'ivresse de pouvoir faire des trucs. Je sais pas comment dire. Pour moi, ce genre de choses ne m'arrivera plus. Enfin, je pense pas. Enfin, plus, je sais pas. En tout cas pas de la même façon, parce que j'ai maintenant j'ai comment dire, du vécu dans ce genre de relation. Donc du coup, je sais
je sais où ça va et où ça va pas. Et puis en plus, j'ai fait des études, enfin, j'ai progressé aussi toute seule. Enfin, il y a un truc de mainmise qui est hyper forte et c'est ça qui est dangereux en fait. C'est vraiment la mainmise. Julie, il y a une réaction à ce témoignage incroyable d'Adèle Haenel. Oui, c'est assez fou de l'entendre. Oui, parler de ce système un peu j'allais dire, de Pygmalion, de gourou, de ce que peuvent être parfois les profs de théâtre, les profs en fait, avec et là, jeunes enfants. À quel moment il y a une limite dans cette façon de vouloir transmettre, accompagner ou demander à une jeune actrice, parce que c'est voilà, une enfant, et je le redis à l'époque, et comme elle le dit, après on se construit, après on grandit. Moi en tout cas, jusqu'à au moins 21 ans. L'ancienne majorité, j'étais un bébé, donc 18 ans. Donc c'est souvent ces jeunes actrices, on le voit dans ces métiers comme les mannequins, comme... Voilà, dans les cours de théâtre, malheureusement, j'allais dire le phénomène du Pygmalion, du gourou. Alors c'est effectivement ce que dit le réalisateur Christophe Ruggia, qui nie donc tout attouchement, tout acte délictueux, et qui explique qu'il a été certes un Pygmalion, qu'il a accompagné cette actrice et un acteur qui était également sur le tournage des Diables. Je répète donc... qu'il est en désaccord avec le témoignage d'Adèle Haenel. Et il y a effectivement, dès 2010, dans ce témoignage qu'on entend, Valence Borgia, une idée de mainmise, une idée d'emprise. Est-ce que ça, c'est une catégorie juridique? Expliquez-nous. Non, alors, c'est pas une catégorie juridique. Ce que ça évoque, en réalité, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de dossier. Et d'ailleurs, là, ça concerne une enfant, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les adultes. C'est à un moment... du point de vue de la victime, une perte de repère totale et une sidération par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce qui explique parfois que finalement ces actes peuvent se renouveler dans le temps, puisqu'on met du temps à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la première chose au plan de la victime. Et au plan de ce que Julie, tu appelles le Pygmalion, c'est cette toute C'est le terme puissance. qu'a employé Christophe Ruggia. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée de toute puissance aussi, et qu'on retrouve en particulier, je trouve, dans le monde du cinéma. Oui, parce que c'est une question qu'on se pose, Julie Gaillet. Il y a toutes sortes de réactions, de relations qui peuvent se nouer entre un réalisateur et un acteur. Et là aussi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ou au contraire de très général dans le monde du cinéma par rapport? C'est un monde très hiérarchisé. C'est un monde vraiment où il y a un chef qu'on appelait monsieur à une époque, et donc avec chacun à sa place, et les gens n'osent pas parler. C'est-à-dire qu'on voit, et c'est parce que c'est le chef, le grand chef. On est tous là pour ses désirs, ses fantasmes, pour l'aider à réaliser son film. Et à quel moment on devient complice? Enfin, c'est comme sur le harcèlement. C'est toujours ces systèmes-là. Antoine Guillot, qu'est-ce que ça suscite, vous qui cinéma. connaissez en matière de cinéma, vous suivez donc l'actualité du cinéma pour France Culture. Ce type d'affaires, comment l'expliquez-vous et comment l'interprétez-vous? Moi, on vient d'entendre Adèle Haenel dans cet extrait de 2010 dire « je ne sais pas comment dire ». Et il y a un grand gap entre ce 2010 et ce 2019, parce que maintenant, elle sait comment dire. C'est-à-dire que, effectivement, MeToo est passé par là. Beaucoup de réflexions théoriques aussi. Enfin, on sent dans le discours très long qu'elle a tenu sur Mediapart que tout ça est adossé sur une réflexion et qui a été aidé par toutes les avancées, y compris théoriques, dans la manière d'envisager le cinéma. Parce que moi, de mon côté, je suis observateur d'un produit fini qui est le film. Je ne suis pas sur les tournages. Mais malgré tout, on voit que le regard même qu'on peut avoir sur ces relations et sur ce qui se passe sur un écran a bougé. Donc après, la différence qu'il y a eu en France par rapport aux États-Unis, par exemple, où il y avait cette figure monstrueuse et presque caricaturale dans sa monstruosité qui était Harvey Weinstein, le producteur tout-puissant qui va organiser un système pour obtenir des proies des gens qui vont lui amener, c'est qu'en France, il n'y a pas de Harvey Weinstein parce que la figure importante sur un tournage en France, c'est pas le producteur, c'est le réalisateur et qui, effectivement, c'est le patron, comme on l'appelait auparavant, comme Julie Gaillet dit, voilà, c'est le chef. Donc c'est autour de lui que ça s'organise. Et le cinéma français sacralisant tellement la personne du créateur, de l'auteur, comme on l'a créé en France, tout s'organise autour de lui et permet ce genre d'abus quand
quand l'abus, enfin quand la personne veut rentrer oui, dedans. mais c'est vrai que Julie dans l'affaire Gaillet. Weinstein, ce qui était fou, c'était ces histoires d'agents qui disaient à des jeunes filles, disaient si tu veux avoir un rôle ici, il va falloir en passer par là. Enfin, c'était tout ce système construit. Mais en France, c'est donc pas tout à fait ça. Et je suis assez d'accord sur cette idée de la place du réalisateur tout puissant. Et en même temps, il y a eu cette libération de la parole, et vous en parliez, MeToo, Balance ton port en France, et 30% de plaintes supplémentaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a, nous, chez les comédiennes, décidé de lancer un Maintenant on agit avec la Fondation des femmes, Valence qui est à côté, qui est dans la Fondation des femmes, pour de faire deux choses, c'est-à-dire d'un côté donner des moyens avec la Fondation des femmes aux associations sur le terrain qui s'occupent, comme la VFT avec des avocates, qui s'occupent des traumatismes et qui sont là sur le terrain pour toutes ces femmes, les 30% supplémentaires de plaintes, porter plainte, c'est compliqué, ce que dit Annelle aussi. Et de l'autre côté, faire changer les choses, changer le pouvoir. Et ça, c'est ce qu'a fait Céline Sciamma avec 50-50 2020, essayer en tout cas en interne dans le cinéma pour pas que ça se reproduise. Et c'était ça l'important aussi de l'affaire Weinstein. Je pense qu'aussi, là, quand elle a... bon, alors ça tombe en plein pendant le Grenelle des violences, donc Adèle prenne la parole là, mais depuis 2 ans, on a avancé, on a beaucoup, en interne, essayé de trouver des processus pour que ça ne se reproduise pas. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a réagi aux révélations d'Adèle Haenel. Écoutez-la, c'était sur l'antenne de France Inter. J'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai trouvé évidemment que c'était très courageux. J'ai été choquée par ce qu'elle a dit sur la justice, enfin choquée, non pas au sens critique, mais au sens où elle l'a formulé ainsi. Moi, je pense qu'elle a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce type de situation. Je pense au contraire, surtout avec ce qu'elle a dit, qu'elle devrait saisir la justice, qui me semble être en capacité de prendre en compte ce type de situation. La voix de Nicole Belloubet. Maître Borgia, qu'en pensez-vous? Quelle réaction? Nicole Belloubet, elle est dans son rôle en tant que ministre de la Justice, qu'elle conseille à Adèle Haenel de se remettre à la justice. Elle est absolument dans ce rôle. En revanche, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est d'abord le regard porté sur un choix qui est celui d'Adèle Haenel. On a fait beaucoup au moment de MeToo cette injonction aux femmes, en réalité, en leur disant « vous avez le droit de parler, à condition seulement de vous lancer dans un parcours judiciaire de plainte ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. On peut, pour plein de raisons, faire d'autres choix. On le sait, le parcours... Quelles raisons? Expliquez-nous. D'abord, elle le dit assez clairement, Adèle Haenel. Elle dit quelque chose d'assez beau, d'ailleurs. Elle dit « moi, j'ai confiance dans la justice en tant que principe, en tant que vertu. En revanche, aujourd'hui, je n'ai pas confiance dans les institutions judiciaires. » Et en cela, on ne peut pas totalement lui donner tort. Il y a évidemment des magistrats, des enquêteurs qui sont formidables, professionnels et compétents, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est les récits que l'on fait. On le sait notamment en matière de féminicide, que l'immense majorité des femmes qui aujourd'hui, par exemple, meurent chaque année sous les coups de leur conjoint, en réalité avaient déjà porté plainte et pour autant elles n'ont pas été protégées. Et par ailleurs, il y a tout ce parcours judiciaire dont on sait que la parole des femmes est extrêmement déconsidérée. Donc c'est un combat. En fait, en réalité, c'est un combat judiciaire. Il faut le mener, ça demande une grande énergie, c'est un choix. Et par ailleurs, ce qui me semble très important, c'est que faire peser sur la victime ce choix-là me paraît quelque chose d'étonnant, puisque d'ailleurs, en l'espèce, le parquet de Paris, finalement, a pris l'initiative de l'enquête. Donc ça veut dire qu'une autre voie était possible. Alors, il y a un chiffre qui est repris, c'est le chiffre d'une victime sur 10 qui réussit à obtenir justice lorsqu'elle est violée. D'où vient ce chiffre, Valence Borgia? Qu'est-ce qui se passe pour les 9 autres femmes? Alors, une victime sur 10, c'est le chiffre des condamnations pour viol ou agression sexuelle à l'issue d'une plainte. Donc déjà, ça ne recouvre pas l'ensemble des victimes, puisque l'immense majorité des victimes ne portent pas plainte. 78% ne se déplacent pas auprès de la police et de la gendarmerie, malgré justement le balance ton port, il y a eu 30% supplémentaires. Alors, ce que ça dit aussi, c'est la particularité de ces agissements. Évidemment, l'agression sexuelle, le viol, le harcèlement, ça se déroule souvent dans le huis clos. Donc on est dans du parole contre parole. L'établissement de la preuve est compliqué. Pourtant, il n'est pas impossible, et notamment, et on le voit d'ailleurs dans le témoignage d'Adèle Haenel, ce qui est fondamental, c'est ici la concordance des témoignages, les témoins, et ça veut dire aussi finalement une prise de conscience collective et l'intervention et la responsabilisation de l'ensemble des personnes qui ont pu être témoins. Ça, mais il y avait un très beau film qui s'appelait, un beau film et un spectacle avant, Les Chatouilles d'Andrea Bescon, magnifique, sur cette question justement de l'amnésie traumatique, le passage par l'oubli parfois
fois pour pouvoir se reconstruire, avant de pouvoir porter plainte, de pouvoir porter plainte qu'au moment où en fait on peut le faire, de prendre du temps et de se reconstruire. Et il faut vraiment voir les chatouilles d'Andrea Bescon sur ces questions-là. Justement, là on parle d'enfants. Sur la difficulté au moment où elle décide de porter plainte, la sensation en tout cas que ça va être comme disons une épreuve supplémentaire où qu'il va falloir repasser, c'est compliqué de porter plainte. Alors justement, dans cette complexité, Maître Borgia, vous évoquiez donc la question du parole contre parole. Pour le reste, est-ce que la police a, dans son fonctionnement, dans sa manière de recevoir les plaintes des victimes, est-ce qu'elle a du progrès à faire, par exemple ? Ah oui, moi je dis que... Non, mais c'est vrai. Il faut leur donner des moyens, il faut donner des moyens à la justice et à la police, des moyens financiers, des moyens humains. Donc, Non, mais c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des professionnels de terrain, que ce soit les associations, les avocats. Enfin, c'est l'objet aussi du Grenelle en ce moment. Donc évidemment, il faut des moyens et surtout des moyens, je dirais, mais aussi une vision collective de ce que doit être à un moment une société. Des moyens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de financiers. Valence Borgia, est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des policiers qui ne sont pas formés, il y a des policiers... Bref, expliquez-nous en quoi il y a donc 9 plaintes sur 10 qui n'ont pas gain de cause, sans parler évidemment même de ces femmes qui n'arrivent pas jusqu'au poste. Et puis le temps long, ça prend 3 à 5 ans entre le moment, si ce n'est pas plus, entre le moment où on porte plainte. Julie qui passe son temps... J'essaie de... Non, mais il y a des problématiques de moyens, de formation, de sensibilisation. Il y a des inégalités en plus d'un commissariat à l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est presque ironique. C'est-à-dire qu'il y a des sites de notation des commissariats, puisqu'on sait que dans certains, on est mieux reçu que dans d'autres. Que quand on doit porter plainte, c'est quand même terrible qu'aujourd'hui en France, une victime doive se poser la question du policier qui l'entendra véritablement. Et là-dessus, il y a aussi autre chose qui est important, c'est la transversalité des actions. C'est-à-dire qu'il faut que à la fois les hôpitaux, les magistrats, les avocats, les policiers, que tout le monde travaille ensemble pour un parcours. Et c'est pour ça que les maisons des femmes, comme la maison des femmes de Saint-Denis, est assez formidable, parce que c'est un lieu où les policiers peuvent venir, c'est un lieu qui est adossé à l'hôpital, c'est un lieu où les femmes peuvent venir de manière protégée, parce que c'est pas facile d'aller dans un commissariat. On continue de parler de cette affaire avec le témoignage donc de l'actrice Adèle Haenel, avec ses accusations et puis avec les manières dont tout cela révèle une certaine situation dans le cinéma français, plus généralement dans la société française. 8h sur France Culture, bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous revenons sur le témoignage de l'actrice Adèle Haenel. Elle accuse, comme vous le savez, le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel quand elle avait 12 ans. Le réalisateur Christophe Ruggia nie ces faits, mais explique qu'il a été le Pygmalion de l'actrice. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Julie Gaillet, actrice, productrice, de Maître Valence Borgia, qui a notamment suivi un certain nombre de dossiers dans le milieu du cinéma. Antoine Guillot, qui est producteur à France Culture et que vous entendez très souvent parler sur cette antenne de cinéma. Et justement, on va entendre un extrait de La jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma. Céline Sciamma était venue dans les matins pour en parler et Adèle Haenel avait le premier rôle dans ce film. Je n'arrive pas à vous faire sourire. C'est comme si j'avais l'impression de le faire et qu'il disparaissait. La colère finit toujours par gagner. Chez vous, c'est certain. Je ne voulais pas vous blesser. Vous ne m'avez pas blessée. Si, je le vois. Quand vous êtes ému, vous faites comme ça avec votre main. Vraiment? Oui. Et quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres. Et quand vous êtes agacé, vous ne sciez pas. Vous savez tout? Pardonnez-moi, je n'aimerais pas être à votre place. Mais nous sommes à la même place. Exactement à la même place.
Un extrait du Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec la voix notamment d'Adèle Haenel. Il s'agit d'une relation entre un peintre et son modèle et bien entendu on songe à ces relations qu'il peut y avoir entre un réalisateur et un acteur, Antoine Guillot. Sauf que précisément, on n'est pas dans la posture du Pygmalion. C'est ce qui est très intéressant dans ce film, et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des films comme ça, qu'ils se fassent, et qu'il est important qu'il y ait des réalisatrices en France. C'est pour nous montrer un autre regard, et même comme spectateur masculin, de pouvoir nous projeter dans un regard y compris érotique, qui ne soit pas un regard de déséquilibre, de domination. Et il me semble que c'est ce qui peut se jouer de très important dans le cinéma français actuellement, au-delà de ce qui se passe et dont on va parler sur les plateaux de tournage, c'est de nous donner à nous d'autres images et d'autres constructions, parce que le cinéma nous aide à voir le monde et à changer nos façons même de penser. Et l'émergence en France depuis des années, il n'y en a pas assez, il faut qu'il y en ait plus, de réalisatrices qui sont de la génération d'une Céline Sciamma est très important pour tout le monde, pour la société française en général. Julie Gaillet, une réaction. Il y a 27% de réalisatrices, donc effectivement, c'est pas encore assez. Mais justement, après MeToo et Balance ton port, je disais qu'on avait monté dans le cinéma ce mouvement 50-50 2020 pour qu'il y en ait plus, pour essayer de faire changer le rapport de force, pour qu'on puisse avoir des films et pouvoir se projeter de réalisatrices, mais aussi de sujets qui nous permettent de nous projeter avec des rôles de femmes, mais pas simplement sur l'histoire du Pygmalion. Le déclenchement de la vague MeToo, c'est américain. Cela vient avec un producteur qui est complètement inconnu en France, Harvey Weinstein, et la déflagration est mondiale. À partir de ce moment-là, quelque chose se passe qui vient du cinéma. L'émotion suscitée par l'affaire Adèle Haenel, alors que ce n'est pas la première femme qui dit avoir été violée, il y en a eu un certain nombre dans l'espace public qui ont pris la parole pour avoir ce type de témoignage. Là, de surcroît, il s'agit d'un cas de pédophilie, puisqu'elle avait 12 ans, si les faits sont avérés. Julie Gaillet, qu'est-ce que ça raconte sur le milieu du cinéma? Bon, on sait qu'il y a une symbolique spécifique au milieu du cinéma. Est-ce qu'il y a aussi des relations particulières? Qu'est-ce que ça suscite pour vous? Alors, par rapport à l'histoire de Weinstein, c'est vrai que... Alors, pas connu, c'est drôle que vous disiez ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas particulièrement le milieu du cinéma, pour moi, Harvey Weinstein ne signifiait pas grand-chose. C'était un nom, je savais qu'il y avait les frères Weinstein qui produisaient des films à Hollywood, mais voilà, c'était pas quelqu'un de particulièrement connu. Mais ce que dit Adèle Haenel, et ce qui a été le cas des Américaines quand elles ont lancé ce grand mouvement qui s'appelait Time's Up, c'était de dire nous sommes dans la lumière, on a la capacité de parler, de se défendre. C'est pas le cas pour celles qui sont caissières, infirmières, enfin dans la vie tous les jours, et comment leur donner les moyens et les aider. Nous pouvons prendre la parole. Exactement ce que fait Adèle là aujourd'hui. Donc c'était l'idée, nous pourtant avec ce métier-là et avec les moyens comme actrice, comment se fait-il cette société du silence, de la complicité, comment ça fonctionne et comment on n'arrive pas à enrayer les choses et on était dans le moment de la libération de la parole des femmes et ça a continué jusqu'à Balance ton port ici en France et nous aussi dans le cinéma français, on a essayé de faire bouger les choses, mais il y a eu Léa Seydoux, il y a eu des actrices qui ont quand même un peu évoqué certains... Mais est-ce qu'il y a eu une situation d'omerta dans le cinéma français, Julie Gaillet? Alors d'omerta, je ne sais pas comment le... Votre voisine on parlait tout à l'heure de la place du producteur versus la place du réalisateur, de la difficulté de s'exprimer parce qu'il faut avoir le moment, enfin ça doit être le bon moment pour le faire parce que c'est quand même très courageux. Moi je suis très admirative d'Adèle Haenel et on l'entendait dans son interview, il faut trouver le moment pour le faire, quel est le bon moment et comment le faire. L'omerta, c'est toujours compliqué de parler, non, Valence? Maître Borgia. Qu'est-ce que tu... Ouais, moi je pense qu'il y a une omerta, ça c'est l'évidence. Il y a une omerta dans le monde du cinéma, évidemment, mais il y avait une omerta plus généralement. Et sur ces sujets-là, et je me souviens très bien quand on a créé la force juridique de la Fondation des femmes, c'était avant MeToo, et ce qui nous scandalisait, ce qu'on ne comprenait pas, c'était que face
aux centaines de milliers de violences sexuelles sur les femmes dans ce pays, en réalité, le droit ne passait pas. Il n'y avait ni la parole ni le droit ne passait au XXIe siècle. Ça paraissait incroyable. Et il y a une forme il y a quelque chose qui est assez intéressant et en même temps un peu ambivalent, c'est que au fond, évidemment, depuis la nuit des temps, les femmes sont violées. Et en particulier, moi là, je pense, par exemple, on a un peu parlé, mais malheureusement trop peu, de toutes ces femmes très très précaires dans des entreprises qui ont fait l'objet de violences sexuelles. Ça existait, on le savait. Et pour autant, la société et les médias, parce qu'évidemment, mais les médias ont une responsabilité sur ce point, ne s'en emparaient pas. Et en cela, les actrices, c'est intéressant qu'elles prennent la parole, parce que là, tout d'un coup, les médias se mobilisent, parce que probablement, c'est aussi quelque chose dont il est plus facile... Mais dans les médias, vous avez eu la Ligue du LOL. Je crois que ça a été quand même aussi compliqué. Oui, dans les médias, il y a eu des affaires, effectivement. Enfin, la Ligue du LOL, ça c'est quelque chose de localisé, lié aux réseaux sociaux également. Donc, on ne pense pas qu'on puisse généraliser cette situation. Mais Weinstein non plus, on ne peut pas la généraliser en réalité. Non, mais ce que l'on s'est dit pour Weinstein, et c'est ça que j'essaye de ne pas vous faire dire, mais alors, en tout cas, j'aimerais bien l'entendre. C'est-à-dire que, il y a effectivement beaucoup de femmes qui sont dans des situations précaires et qui n'osent pas porter plainte. Lorsque des actrices ont porté plainte, on s'est dit, voilà, alors ça peut arriver aussi à des femmes comme cela. Et alors, il y a eu effectivement un effet qui... pourrait être émancipateur par rapport au fait de porter plainte ou par rapport au fait d'oser. Il y a deux sujets, c'est ce que je disais, c'est pour ça que Time's Up, elles sont allées d'un côté, du côté politique, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour faire changer ce rapport de force, pour changer, pour que les femmes aient conscience de ça, et de l'autre côté, les actrices, mais c'est pas simplement le cas de qui porte plainte, là on n'est pas qui a fait quoi, c'est plus essayer de faire changer sur... le plateau, le rapport, donner la possibilité aux autres femmes qui sont dans l'ombre. Maître Borgia, de se défendre. Vous défendez justement des femmes dans le milieu du cinéma avec des affaires de ce type. Si vous comparez ça avec des milieux hors cinéma, qu'est-ce que ça change? Alors, moi, ce qui me paraît assez typique du milieu du cinéma, en tout cas par rapport à d'autres sphères professionnelles plus classiques, c'est que d'abord, il y a une forme de proximité, presque de promiscuité entre les uns et les autres, et c'est probablement pas un hasard si on parle de famille du cinéma, de ce genre-là, de rapports de séduction. Et donc on peut se retrouver dans des situations où finalement il n'est pas anormal de venir faire un bout d'essai dans une chambre d'hôtel, dans l'appartement de quelqu'un. C'est d'ailleurs le récit qui est fait par Adèle. Est-ce qu'on peut parler par exemple de zone grise? Oui, mais pas plus qu'ailleurs en réalité. Plus qu'ailleurs parce que ces gens, non, pas plus pendant un tournage. Non, ce que je veux dire, c'est que là où vous avez raison, c'est que culturellement, il y a aussi une injonction qui est faite aux femmes et à ce milieu-là de jouer ce jeu-là en réalité d'une forme d'amitié, de lien permanent, de contact, etc. Et finalement, c'est un peu le code. Des gens qui vivent ensemble pendant un tournage. Voilà, je ne sais pas, moi j'ai jamais fait de tournage, mais. Et puis c'est comme les colonies de vacances. Et puis il y a moins d'unité de lieu et d'unité de temps aussi, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble sur de la nuit, on est ensemble à l'extérieur, on est ensemble dans des huis clos, dans des intérieurs fermés. Donc tout ça, ça crée une ambiance particulière, c'est sûr. Antoine Guillot. Mais qui vient aussi du rapport même qu'il peut y avoir entre un réalisateur et une actrice. C'est-à-dire qu'on est encore sur l'idée qu'on ne filme bien que les gens qu'on aime, il faut être amoureux de son actrice, etc. Sauf que la zone grise, elle est là, elle est précisément entre l'artistique et entre une sublimation d'une certaine façon d'un désir qu'on peut avoir et le film même dans lequel peut tomber le réalisateur. C'est exactement ce que raconte l'histoire de Christophe Ruggia. C'est-à-dire qu'il se fait un film comme quoi il est amoureux de cet enfant, parce qu'il prolonge ce qu'il s'est passé sur un tournage. Mais au-delà de ça, moi, la question du mot d'omerta est quand même quelque chose d'extrêmement lourd et fort. Oui, parce que ça renvoie à la mafia et à la famille dans le sens mafieux. C'est-à-dire que tout le monde se couvrirait en disant tout ça on est très conscient qu'il y a quelque chose d'illégal, de condamnable dans ce qui se passe, mais on couvre parce que c'est le patron, etc. Moi, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ce que révèle l'enquête, ce qui est raconté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient des choses, mais qui disaient, c'est pas grave, on préfère ne pas voir parce que ça se passe comme ça, etc. Et la parole d'Adèle Haenel, pour moi, est très importante dans le milieu du cinéma, au-delà de ce que ça peut faire pour des femmes, de leur donner le courage de mettre des mots et d'agir peut-être, c'est de réaliser que, en fait, c'est pas normal.
et qu'il y a des comportements qui doivent changer et que quand on voit des choses, on peut alerter. Ce qu'elle raconte sur les tentatives avec Céline Sciamma de mobiliser la Société des réalisateurs de films, dont Christophe Rougia a été un des coprésidents pendant des années, où il était à la tête des combats pour les sans-papiers, pour la libération de Oleg Sentsov que vous allez recevoir la semaine prochaine et autres. La Société des réalisateurs de films n'a pas entendu cette parole. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on l'entende de cette façon médiatique. Et je reviens encore au cinéma, c'est que les images mêmes peuvent aider à prendre conscience de mettre des mots dessus et de dire voilà, ça c'est un abus. Et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs sur les réseaux, tout le monde dans le cinéma remercier Adèle, de Omar Sy aussi, de dire merci, de donner des mots avec cette nuance, avec cette façon extrêmement réfléchie, pensée, parce qu'elle a pris le temps, parce que comme elle dit aujourd'hui, elle est au-dessus de lui, elle est capable de pouvoir le faire, c'est-à-dire il faut être capable de pouvoir le faire. Pour dire non, ce n'est pas normal. Mais c'est tous ces principes de harcèlement, tous ces principes de témoin, on est là, on laisse faire. Pourquoi ? À quel moment la ligne est dépassée et il faut savoir dire stop. Donc on est tous responsables sur un plateau, mais c'est vrai qu'il y a une très forte hiérarchie, ce qu'on disait au tout début de l'émission. Il y a le réalisateur, Roy, on va tous être là pour lui, l'aider. Alors parfois avec ses névroses, avec sa folie, avec son génie, réalisatrice. Mais ça aussi c'est quelque chose de réalisatrice très particulier. Julie Gaillet, oui, c'est quelque chose de particulier. On n'est pas, c'est pas une entreprise comme une autre. Le cinéma. C'est un artiste, donc on l'accompagne. Mais à quel moment on doit pouvoir dire hop, stop, voilà. Et là, quand même... on va poser la question à l'avocate, Maître Borgia. Moi, ce qui me semble important dans ce que vous dites, c'est qu'en effet, il y a à la fois la conjonction entre une parole qui s'exprime et surtout une écoute. Enfin, parce qu'en réalité, il y avait eu quand même des paroles. Et tout d'un coup, la réaction que vous décrivez, c'est celle de ce qui semble être une écoute. Après, je pense qu'il faut être toujours extrêmement vigilant, surtout en matière de droits des femmes. Il ne faut pas non plus que ce soit un acquiescement mou. C'est-à-dire que, et c'est là où de circonstances, Julie, tu le disais tout à l'heure, il y a une augmentation de 20% des plaintes. La vraie réponse et le vrai test, ça va être de savoir s'il va y avoir, en contrepartie, une augmentation, par exemple, des condamnations judiciaires. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une période où finalement tout le monde, un peu dans des bons sentiments, vient dire que tout cela est scandaleux, ou est-ce que durablement ça va aboutir à un changement qui va aussi se traduire en droit ? Ça, c'est à mon avis la vraie question, et c'est la question qu'on se pose à la force juridique de la Fondation des femmes. Et lorsque l'on reprend les situations de cinéma, parce que là aussi Antoine Guillot, si on prend l'histoire du cinéma, il y a eu un certain nombre de relations particulières entre des acteurs, des actrices et des réalisateurs. Je ne sais pas, quelqu'un comme Hitchcock, par exemple, était connu pour sadiser ses actrices. Bref, qu'en diriez-vous ? Ses actrices, ses acteurs aussi. Oui, en fait, je posais la question. C'est toute la légende du cinéma raconte ça. Enfin, c'est Kubrick et Shelley Duvall dans Shining. Shelley Duvall qui s'en est jamais revenu. Il l'a épuisé pour obtenir des réactions d'hystérie et de panique à l'écran, parce que c'est toute une question du cinéma d'aller au-delà de l'acteur et du jeu. Pour beaucoup de réalisateurs, d'obtenir quelque chose qui serait vrai, alors qu'il peut passer par l'épuisement de l'acteur en lui faisant faire 20 prises pour qu'à la 21e, il oublie qu'il est en train de jouer. Mais ça c'est quand même très particulier, parce que si vous faites ça... Il y a eu même... Enfin, moi, je sais que quand on a eu l'affaire, alors c'était un peu autre chose, mais Catherine Breillat, il y a eu ces questions, justement, de la... Il faut que vous rappeliez de quelle affaire il s'agit. Je crois que c'était une affaire d'emprise à l'inverse. Il s'agissait du film Romance, avec une jeune fille, Corinne Dusset, qui a raconté après la souffrance qu'elle a pu avoir sur ce tournage, mais on peut revenir... On lui a demandé pour ce tournage de faire un test pour savoir, enfin je crois qu'il fallait pour passer le casting, savoir si on était séropositif ou pas, parce qu'il y allait y avoir des scènes peut-être pas simulées, non simulées. Et donc moi je dis, on fait du cinéma. Donc on fait du cinéma, ce n'est pas un porno. Donc on fait du cinéma, on fait pour de faux. On fait pour de faux. Donc on ne doit pas souffrir, les animaux ne meurent pas, on ne doit pas faire l'amour pour de vrai. Donc il y a des règles. Et je me suis souvent bataillée avec des gens de cinéma sur ces questions-là, sur le film de Catherine Breillat à l'époque. Voilà, donc c'est toutes ces questions de limites qu'il faut se donner, et après de hiérarchie aussi avec les équipes sur un plateau. Mais alors, Maître Borgia, parce qu'on peut tout simuler sauf les sentiments, une situation d'épuisement, bref, ce que raconte non, on peut les simuler. J'en sais rien.
j'ai jamais été réalisateur de cinéma. Je veux dire, si vous voulez filmer Alors quelqu'un c'est le déguisé... grand débat, c'était Dustin Hoffman et Laurence Olivier sur Marathon Man, avec Dustin Hoffman qui tournait comme ça, qui courait parce qu'il devait être essoufflé, et que Laurence Olivier le regardait en disant moi je fais du cinéma, je suis comédien, et il est arrivé aussi essoufflé, c'est comment le jouer. Chacun a sa manière, a sa façon de faire, c'est une alchimie mystérieuse. Que dit le droit là-dessus? Parce que si vous faites, par exemple, si vous épuisez vos chroniqueurs, j'en vois quelques-uns derrière la glace, moi j'aurais des problèmes, j'imagine. Non, mais moi aussi, je vous écoute et moi Tu n'es jamais été sur un plateau. Moi qui ne viens pas du monde du cinéma, je suis voilà, étonnée. Le droit s'applique aussi jusqu'à preuve du contraire sur les plateaux de cinéma. Donc, mais il y a... Alors pour les enfants, mais si on revenait aux enfants, parce que non, mais là-dessus quand même pour finir, c'est-à-dire qu'à mon avis la limite qu'on peut placer, c'est celle du consentement. C'est-à-dire qu'après, si on est d'accord pour vivre certaines situations, pour se dépasser, etc., il n'y a pas de consentement éclairé même. Oui, c'est ça. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord, parce que si on parle d'emprise, je veux dire justement, lorsqu'il y a la question du consentement et la question de l'emprise, l'affaire Adèle Haenel, c'est une affaire de pédophilie. Oui. Si celle-ci est vraie, parce qu'elle a 12 ans, c'est aussi une affaire d'emprise. Et lorsqu'on a une question d'emprise, il y a d'autres affaires de viol, chacun aura des exemples en tête, où il est question d'emprise, ça modifie tout, l'emprise sur la question du consentement, Maître Borgia. Ah non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, je ne dis pas du tout que là, il y avait une situation de consentement. Parce que, évidemment, mais l'emprise, quand il y a emprise, il n'y a pas de consentement par définition. C'est pas ce que je suggérais. Oui, mais c'est compliqué en droit de juger ce qu'est une emprise. Sur un plateau, il y a quand même des règles. Non, mais je reviens parce que vous dites qu'elle est enfant, et il y a des coachs pour enfants. Enfin, je veux dire, les choses ne sont pas du tout laissées comme ça. C'est très organisé. Les enfants ne dorment pas plus de 3-4 heures par jour. Il y a la DAS. Et donc là, on voit bien, et elle le dit, que c'est dans le rapport qu'elle était éloignée. La fameuse coach ou babysitter. Oui, qu'elle a même été remerciée. Et remerciée. Enfin, moi, je me suis retrouvée un jour sur un tournage avec une scène très compliquée d'action où l'acteur n'était pas du tout en état de le tourner, et je voyais, il devait faire semblant de me mettre un point sur la figure, et vraiment, je me suis dit, il va me le mettre. Et j'ai vu le fameux cascadeur dire au réalisateur, il ne faut pas le faire. Le réalisateur dire, dégagez-le-moi, et on va le faire. J'ai fait, c'est une blague. Non mais là, il va me péter la gueule. Et personne ne rien dire, et c'est très compliqué parce qu'on est là, on tourne, il est là, c'est l'heure, il faut y aller. Et de dire, bah non. Donc si elle est écartée. Et donc c'est tous ces petits phénomènes, et on espère que ça va bouger. Je sais qu'avec la Fondation des femmes, avec les femmes s'animent, les femmes dans l'animation, elles ont fait un poster en disant, depuis l'affaire Weinstein, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le harcèlement qui, sur un plateau ou dans une... Là, c'est dans l'animation, donc c'est dans les studios d'animation, des animateurs, une personne référente à laquelle on peut parler. Alors normalement, c'est les agents, mais à qui on pourrait dire il se passe ceci, il se passe cela. Un mot de conclusion, Antoine Guillot. Non, moi, pour les raisons d'emprise dont vous parlez, moi, je vous renvoie au livre d'Anne Wiazemski, Jeune fille, sur ses rapports précisément d'emprise avec Robert Bresson et comment y échapper. Un mot de conclusion, Maître Borgia, qu'est-ce qui pourrait évoluer maintenant ? Maintenant, le test, ça va être véritablement, au plan, en tout cas judiciaire, la façon dont la parole va être entendue, prise en compte, et quelle sera la réponse judiciaire. Merci à tous les trois, Antoine Guillot, Julie Gaillet et Maître Valence Borgia.